On en compte 98 sur tout le territoire national, dont 5 en Normandie, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Ménard-Chevalier, présidente de la Fédération régionale des CIDFF de Normandie. Bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes donc la présidente de la Fédération régionale des CIDFF de Normandie. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un centre d'information sur les droits des femmes et des familles ? C'est une structure qui a été créée pour accompagner les femmes, pour leur faire connaître leurs droits. C'est-à-dire que dans l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, on a eu besoin des femmes sur le marché de l'emploi. Et beaucoup de femmes ne savaient pas qu'elles avaient le droit de trouver du travail et d'être autonomes, d'avoir leur argent pour elles-mêmes. Il y avait plein de choses à apprendre parce que traditionnellement, les femmes avaient tendance à rester à la maison. Et la nécessité d'un accompagnement, ça a évolué depuis. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en dehors de la méconnaissance, il y avait aussi des freins à l'emploi des femmes et des freins chez les femmes et chez les employeurs. Et donc, il y a un gros travail de fait des deux côtés. On va reparler un petit peu plus tard dans cette émission donc des actions des CIDFF. Mais avant, il y a encore 2 ans, on en comptait 114 sur tout le territoire national. Aujourd'hui, seulement 98. Pourquoi être passé de 114 à 98 CIDFF ? Alors, c'est pas seulement 98, c'est 98 en pleine forme et prêt à accueillir le maximum de femmes. C'est tout simplement parce que quand on avait nos 114 centres, eh bien, il y en avait qui étaient tout petits et tellement petits qu'on n'avait pas la possibilité d'offrir sur ces centres-là la totalité des compétences dont les femmes pouvaient avoir besoin. Il y avait certes des juristes, ça c'est indispensable, c'est la base, mais on n'avait pas de psychologue par exemple. Il n'y avait pas de conseillère conjugale, il y avait des actions qu'on ne pouvait pas faire. Donc il valait mieux qu'on regroupe de façon à être plus fort et à répondre réellement à la totalité des besoins. Alors vous intervenez dans plusieurs domaines sur lesquels on va revenir tout au long de cette émission, et notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qu'elles soient conjugales, sexuelles ou même au travail. Concrètement, quelle aide apportez-vous à toutes ces victimes ? Alors, la première chose, c'est qu'elles apprennent qu'elles ne sont pas coupables. C'est-à-dire que la honte n'est pas à porter à leur niveau. La honte, elle est dans le violeur, elle est dans l'agresseur, elle est chez celui qui a agi et pas à leur niveau. C'est très important parce que pour beaucoup, elles se recroquevillent sur un acte de violence et là où elles étaient déjà dans le doute par rapport à leur capacité, par rapport à leurs compétences, d'un seul coup, elles deviennent incapables de tout. Donc il y a un gros travail à faire pour les aider à reprendre confiance en elles, reprendre contact avec ce dont elles sont capables et oser aller vers donc quitter la personne violente, le conjoint violent, oser aller chercher de l'aide, oser dire ce qui s'est passé, oser porter plainte et oser retrouver du travail ou trouver du travail, c'est-à-dire redevenir autonome. Donc il y a un vrai suivi psychologique ? Absolument, indispensable. En 2022, selon l'association féministe Nous Toutes, 147 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Alors évidemment, toutes les violences ne mènent pas à cette fin tragique. Alors à partir de quel moment parle-t-on de violence ? Comment savoir si l'on est victime de violence ? Alors, il y a un petit outil qui s'appelle le violentomètre, qui est un tout petit outil qui donne les différentes phases dans la relation amoureuse entre le moment où tout est merveilleux et puis la façon dont petit à petit s'approchent les nuages. Vous devez pouvoir le trouver dans les établissements scolaires, vous le trouverez au CIDFF, vous le trouverez éventuellement même dans votre CCAS. C'est tout simplement un collationnement des différents types de violences. Donner la mort est généralement l'acte ultime, mais il y en a eu bien d'autres avant. Le premier acte, la plupart du temps, mais c'est pas forcément dans l'ordre, c'est de priver l'autre de ses relations, de ses points d'appui. Tes parents, non, on va pas les voir, on passe notre temps. Tes copines, voilà. Vraiment absolument. Tes copines sont nulles. Après, ça va être, t'es quand même mieux à t'occuper des enfants, c'est toi qui t'en occupes le mieux.
arrête de travailler pour ce que tu gagnes de toute façon. Et puis après ça va être écoute, tes papiers, comme c'est moi qui fais toutes les démarches, il vaut mieux que ce soit moi qui les ai. Et petit à petit, la personne est déracinée de sa sociabilité, déracinée de son champ relationnel, et elle devient totalement dépendante. Et puis à partir de là, ça passe au mais de toute façon t'es nul, t'as vu ce que t'as fait, et les violences deviennent psychologiques après avoir été économiques et peuvent aller jusqu'aux violences physiques. Alors là, on parle de violences conjugales, mais les femmes sont aussi victimes de violences au travail. C'est comment exact. Savoir si l'on est victime de violences? Alors là, au niveau du travail, il est bon d'en parler avec les délégués syndicaux. C'est-à-dire que normalement, les entreprises se doivent de mettre en place des formations pour leur personnel, notamment pour les délégués syndicaux, de façon à lutter contre tout ce qui peut être harcèlement. Il y a des choses qui ne sont pas tolérées et dont, certes, l'auteur est responsable, mais l'entreprise qui laisse faire aussi. Alors depuis 2017, de plus en plus de femmes libèrent leur parole avec notamment le mouvement MeToo sur les réseaux sociaux. Est-ce que, grâce à cette médiatisation, vous constatez une augmentation du nombre de femmes qui font appel à vous? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a permis à des tas de femmes qui avaient mis le tapis sur ce qu'elles avaient vécu, de le dépasser et de devenir capables d'en parler, mais pas partout. C'est-à-dire qu'en milieu rural, on a encore beaucoup de femmes qui ignorent qu'il y a la possibilité de se faire aider et que ce qu'elles subissent n'est pas normal. La lutte contre les violences faites aux femmes est donc l'un des grands axes d'intervention du CIDFF, pour lesquels il y a des permanences dans tous les départements de Normandie, au même titre que pour le domaine de l'accès aux droits. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce domaine d'intervention? Alors, au niveau des permanences, on en est à 122 permanences différentes sur des lieux différents sur l'ensemble de la Normandie depuis 2022. Alors, l'accès aux droits, c'est tout simplement permettre aux femmes de savoir qu'est-ce qui est leur droit, c'est-à-dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, comment elles peuvent réagir à telle ou telle situation, comment elles peuvent se faire aider, quelles sont les aides qui leur sont possibles. Et l'accès aux droits s'adresse principalement aux femmes. Nous recevons 89%, c'est-à-dire presque 9 pour 10 des personnes qui nous fréquentent sont des femmes, mais on a aussi 11% d'hommes. Alors on rappelle que ce sont des juristes qui répondent aux interrogations de la population sur cette thématique qui est très vaste, vous l'avez dit. Ce sont la plupart du temps des femmes qui bénéficient de ce service, mais aussi des hommes. Les CIDFF de Normandie offrent également un service relatif à l'emploi et à la formation. En quoi c'est important d'avoir accès à ce service? Tout simplement parce que quand on s'aperçoit qu'une femme a subi des violences, généralement elle est cassée à l'intérieur. Et cassée au point d'avoir un doute énorme sur sa capacité à s'en sortir, sur sa capacité à redevenir autonome, et quelque part elle préfère, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas vrai, elle préfère subir les coups plutôt que de prendre le risque de quitter la maison dans laquelle elle vit. Et bon. Sauf que la plupart du temps, ce qui déclenche la volonté de partir, c'est quand l'homme s'en prend aux enfants. À ce moment-là, elle décide de partir. Et c'est là que c'est le plus dangereux pour elle. Mais il y a besoin, pour pouvoir conforter cette décision, de lui permettre de redevenir autonome, donc de trouver du travail. Et ça suppose un gros travail pour arriver à franchir les doutes. Et les centres d'information sur les droits des femmes et des familles œuvrent aussi pour la promotion de l'égalité des rôles parentaux au sein des familles. Vous mettez par exemple en place des actions pour encourager les pères à s'impliquer plus auprès de leurs enfants. Concrètement, quels services proposez-vous en lien avec la parentalité? Alors, en lien avec la parentalité, on travaille par exemple au niveau de la caisse d'allocation familiale, donc avec leur financement. On travaille aussi dans les CCAS, tout ce qui est action sociale mise en place par les villes, par les mairies. Et de façon à travailler sur les thèmes qui préoccupent les parents, que ce soit par exemple la façon dont les adolescents vont avoir tendance à critiquer leurs parents, mais aussi la façon dont les rôles doivent être placés au sein de la famille. Et
Allez-y. Je vous en prie. Et ça, c'est vrai que ça permet de sortir d'une éducation traditionnelle dans laquelle il semblait normal que seule la mère s'occupe des enfants, pendant que seul le père allait travailler. On a besoin des deux et les enfants ont besoin des deux. Sauf quand le père est violent, auquel cas il vaut mieux s'en passer. Évidemment, merci beaucoup Marie-Christine Ménard-Chevalier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des CIDFF de Normandie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site heure.cidff.info au singulier. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.